c'est comme pour chaque outil informatique ou numérique, il y a du bon ou du pas bon. Et l'avantage, effectivement, c'est que ça permet à chacun de s'exprimer. Donc, c'est un outil très démocratique. En soi, c'est extrêmement bien. L'inconvénient, comme tu dis, c'est que souvent, c'est une réaction et pas une réflexion. C'est-à-dire que tout est fait sur les réseaux pour nous inciter à réagir. Et la réaction ne passe pas forcément par est-ce que je veux vraiment dire ce que je veux dire, est-ce que je suis d'accord ou pas. Et tout est fait notamment sur Twitter pour nous donner envie d'interagir sans vraiment apporter une connaissance supplémentaire. Ouais. Donc ça, c'est le piège principal des réseaux sociaux qui va être comment faire en sorte effectivement de dire une information qui est pertinente et qui ne va pas entraîner une cascade parfois de violence, comme c'est le cas souvent sur Twitter ou sur Facebook. Et puis j'ajouterais à ça qu'il y a aussi un paradoxe parce qu'on a tendance à mettre un peu tous les outils numériques dans le même sac. Mais concrètement, chaque outil d'échange numérique a ses propres codes, ce qu'on appelle son étiquette. On ne va pas utiliser Twitter de la même façon qu'on utilisait des forums il y a quelques années. Il y en a encore, mais moins maintenant. Ou des salons de discussion instantanés comme a pu être IRC à une époque ou comme est Discord aujourd'hui. Et du coup, il ne suffit pas d'apprendre à utiliser un outil pour être capable de les utiliser tous correctement. Et chaque outil a ses pièges et ses travers. Donc, il faut vraiment se former en permanence. Et c'est vrai que moi, c'est quelque chose que je ressens beaucoup parce que mon compte Twitter, c'est un compte Twitter professionnel. Et du coup, systématiquement, avant de tweeter, je me pose la question de est-ce que ce tweet est pertinent? Est-ce qu'il apporte quelque chose à ma ligne éditoriale, etc. Parce que je gère ce compte avec une idée de ligne éditoriale en tête. Et clairement, souvent, la réponse est non et je ne tweete pas. Et je pense que quand on utilise ces réseaux sociaux à titre personnel, on ne se pose pas forcément ces questions-là. Et du coup, moi, je me rends bien compte de la quantité de contenu que je filtre. Et en général, ces contenus-là ne sont pas filtrés. Donc peut-être que ça vaut la peine, en tant qu'utilisateur, de se rappeler qu'on est tous un maillon dans la chaîne de propagation des informations, bonnes ou mauvaises, et d'essayer d'avoir toujours ce filtre de est-ce que ce que je m'apprête à dire est pertinent ou pas. Si je peux rajouter quelque chose, je pense qu'il est extrêmement facile de comprendre comment fonctionne un réseau. On va 2 minutes sur Twitter, on sait comment ça fonctionne, on peut tweeter. Mais par contre, il faut beaucoup plus de temps pour comprendre les implications de ce qu'on tweet. Quelles vont être les conséquences de mon tweet? Quel est l'impact que je peux avoir? Et en fait, cette dualité-là est très dure à comprendre. L'utilisation pratique est très facile sur un réseau social, tout est fait pour que ce soit très intuitif, mais l'utilisation sociale d'un réseau est beaucoup plus compliquée et demande une certaine connaissance que forcément tout le monde n'a pas forcément. Et c'est là qu'on arrive à des potentielles dérives. Oui, Après, peut-être par rapport à ça, un élément qui fait que rappeler aussi que l'outil numérique n'est pas neutre et que en fait, pour savoir en fait exploiter suffisamment et d'une façon adéquate donc ces outils, il semble important d'avoir une culture numérique et une culture d'information qui pourrait aussi faire en sorte qu'on peut tirer les bons côtés de ces outils numériques. Et là, pour ce faire, je pense que les bibliothécaires, au sens large, avec les atouts qu'ils disposent, pourraient aussi contribuer à cet effort collectif, notamment l'éducation aux médias et l'information, la culturation numérique et la médiation au sens large, que ce soit scientifique ou culturelle. Il faut extrêmement réfléchir à ce qu'on met sur un réseau. Mais comme disait Maya Souma, en fait, un réseau n'est pas neutre et il va tout faire pour qu'on ne réfléchisse pas. C'est-à-dire que si on sait qu'un post va avoir du like, on a beau savoir qu'il n'est pas très pertinent, on va être tenté de le mettre parce qu'on va être valorisé socialement. La plupart des réseaux vont mettre en avant des informations émotionnelles, donc qui donnent envie de réagir. Donc en fait, tout est fait structurellement pour qu'on n'ait pas ce temps de recul sur notre légitimité envers une information. Et c'est pour ça que se propage en fait autant de déformations, notamment scientifiques et culturelles, parce que n'importe qui va être tenté de réagir, mais pas forcément pour les bonnes raisons. Oui, moi, je voulais rajouter que la question de la légitimité, en fait, elle se pose sur les réseaux sociaux, mais elle se pose sur tous les médias d'information au sens très large. Et je pense qu'on l'a bien senti pendant cette crise sanitaire au travers de tous les débats sur la notion d'expert. Qui est expert et de quoi cette personne est réellement experte? Et c'est intéressant de voir que pour pas mal de journalistes, les réseaux sociaux sont des sources d'experts. Moi, je sais que régulièrement, je reçois des sollicitations de médias après des tweets, alors que ce n'est pas forcément des tweets qui sont vraiment pile dans mon champ d'expertise, et du coup, j'ai aucune légitimité à intervenir dans un média. Et d'ailleurs, en général, je refuse d'y aller. Mais du coup, cette question de la légitimité, elle se pose tout le temps. Donc, c'est bien d'activer sa vigilance sur les réseaux sociaux
en se disant est-ce que tel interlocuteur est vraiment légitime. Mais en fait, une fois qu'on a commencé à faire ça pour les réseaux sociaux, le mieux, c'est continuer à le faire tout le temps. Quand vous voyez une personne qui s'exprime dans un reportage, quel est l'intitulé de sa fonction et est-ce que l'intitulé de sa fonction va avec ce qu'elle raconte? Et malheureusement, vous allez être surpris du nombre de fois où ce n'est pas le cas. Ceci dit, est-ce qu'on a forcément besoin d'être expert pour être légitime à s'exprimer sur un sujet? Et moi, je pense que non. Simplement, en tant que public, il faut prendre avec plus ou moins de pincettes ce qu'on nous raconte et le considérer plutôt comme une vérité ou plutôt comme un avis. Et globalement, les avis restent des choses pertinentes. Pour revenir sur un dernier point par rapport aux experts, justement, moi, ce qui m'a surpris sur Twitter et ce qui me chiffonne un peu, c'est que par exemple, avec la crise du Covid, il y a eu des personnes qui étaient des experts de leur domaine qui ont dit n'importe quoi. Et là, on arrive sur un autre problème, c'est qu'en fait, la parole d'expert n'est pas absolue. En plus, pour une raison notamment journalistique qui veut généralement équilibrer de pour et de contre, on va mettre en avant ces experts qui disent n'importe quoi pour diverses raisons. Soit ils sont sincères dans leur erreur, soit c'est pour une recherche de popularité ou financière. Ils ont des livres à vendre, etc. Je ne vise personne. Et donc, on arrive à un paradoxe, c'est-à-dire qu'on dit d'un côté, il faut faire confiance aux experts, et les personnes vont nous répondre, d'accord, mais cet expert-là est d'accord avec moi. Et pourtant, cet expert dit n'importe quoi. Et là, c'est encore plus compliqué de démêler le vrai du faux. Et c'est compréhensible en fait que les gens soient perdus parce qu'ils disent oui, mais cette personne-là qui a des compétences dit quelque chose et nous, en tant que non-experts, d'ailleurs, c'est très compliqué après de se renchérir, d'expliquer pourquoi on n'est pas d'accord avec un expert. Pour revenir sur cette notion de communication versus expression libre, finalement, l'expression des chercheurs a exactement les mêmes problèmes que l'expression du public. C'est-à-dire que les chercheurs sont habitués à s'exprimer entre pairs. C'est pas la même chose de s'exprimer entre pairs que de se retrouver à s'exprimer sur les réseaux sociaux ou à intervenir dans une interview, dans un JT. Et chaque format a ses contraintes. Et communiquer efficacement les sciences de façon accessible, c'est une compétence que tous les chercheurs n'ont pas à la base, qui s'acquiert, ça s'apprend. D'ailleurs, moi, je trouvais assez intéressant en tant que médiatrice scientifique de voir certains experts progresser très nettement en termes de pédagogie au fur et à mesure de leurs interventions pendant la crise sanitaire. Mais voilà, c'est sûr que si on n'a jamais appris à faire ça, le risque de faire des erreurs ou de donner une phrase qui peut être interprétée de façon contre-productive est assez grand.